1972, ils achètent l'atelier mécanique de Mazeline au Havre et construisent le chantier naval de Graville, également au Havre, d'où le nouveau blason associant la Seine et le Havre. En 1893, pour des facilités de transport, ils rapatrient encore de Marseille les ateliers de chaudière et de grosses chaudronneries au quartier de la Roue. Ils existent toujours et appartiennent au CNIL. Puis en 1906, ils achètent à la compagnie Parsons une licence pour la fabrication des révolutionnaires turbines à vapeur marine et construisent l'atelier des turbines qui existe toujours aujourd'hui. Cette nouvelle société des forges et chantiers de la Méditerranée est créée par un décret impérial du 21. Voilà, donc comme vous avez pu le constater, tout ce qu'on a fait, ça a duré 138 ans, nous on n'était pas là au début. Vous avez le micro, hein, monsieur? Ah ben c'est vrai. Ah ouais, ça va. On a l'habitude de parler fort, nous. Mais bon, c'est aussi bien. Donc vous entendez mieux, oui. Donc 138 ans qui ont été résumés, et il faut souligner à mon avis deux choses sur les chantiers navals, c'était la diversité des produits que nous faisions. On ne faisait pas uniquement un type de navire, nous avons tout fait comme navire. Tous les types de navires, nous les avons fait, des bateaux militaires, des paquebots, des porte-conteneurs, des méthaniers, des transporteurs de gaz. Nous avons fait des plateformes de forage, ça c'était pour la partie navale. Et comme ça a été indiqué, nous avons travaillé aussi, il y avait la partie terrestre. C'est-à-dire que nous avons fait, pour ceux qui connaissent un petit peu, l'usine d'incinération par exemple qui est à la sortie de l'autoroute quand on va sur la Seine, c'est nous qui l'avons fait, et nous l'avons fait bien sûr. À travers le monde, il y en a eu quelques-unes. Nous avons fait des escaliers mécaniques que vous trouverez dans le métro à Paris, pour ceux qui sont de Paris. Même à l'étranger. Nous avons fait, qu'est-ce que nous avons fait encore? Des usines de dessalement. Ça revient un peu à la mode, mais c'est très onéreux, mais nous en avons fait. Donc, au-delà de la fermeture des chantiers, ça a été un gâchis humain, certainement, et technique aussi, parce qu'on ne retrouve plus les gens pour travailler. Bon, écoutez, je pense que le mieux, c'est de un peu répondre à vos questions, si vous en avez, ou des témoignages, si vous en avez. Alors, Les premiers bananiers ont été construits ici. Alors, premier, je ne sais pas si c'est la réponse, mais je sais qu'on a fait des bananiers, effectivement. Parce que moi j'en ai vu des bananiers à Dieppe. C'était les premiers ports bananiers de France. Je pense qu'il y en a eu, je ne sais pas si c'était les premiers. Peut-être pas les premiers, mais on a fait les bananiers. On a fait ça, oui. C'est étonnant, parce que le chantier est vieux, quoi. Il a démarré, c'est un des premiers chantiers en France. Donc, il va en refait, sûrement. Et le bois, pour le bois et faire les cuirassés. Il a tout fait. Il y a eu toute une évolution, la vapeur. Vous avez vu quand même, il y a eu, comment dire, il y a eu les premiers sous-marins. On a fait le premier sous-marin. Nous avons fait les premières dragues qui ont servi au canal de Suez. Nous avons fait, là, nous remontons dans le temps. Comme vient de le dire Guy, au début il y avait les bateaux en bois, évidemment. Après ça a été en bois et en fer. Pour finir, les bateaux en fer, bien entendu. Avec deux techniques d'assemblage des tôles, qui sont, au début, ça a été par rivet. C'était un travail assez considérable, il fallait 4 personnes pour assembler. Il fallait celui qui perçait les trous, il fallait celui qui chauffait les rivets, il fallait celui qui tenait un tas derrière et le quatrième qui tapait. C'était donc, d'abord c'est un travail très très dur. Mon grand-père était river. Voilà. Ah ouais. qu'est-ce que c'est que River? Un river, mais voilà. c'était ça. Avant, il n'y avait pas la soudure, donc les bateaux, ils étaient rivés. Tout C'était rivé. Un peu comme la vaisselle. Voilà. Oui. Donc c'est ça, Voilà. donc il y en avait un chaud, il mettait le truc, de l'autre côté, il tapait. Et l'autre il tenait. Il tenait, et L'abattage, il amortissait comme ça, il faisait l'assemblage comme ça. Alors vous avez un exemple qui est la Seine, c'est le pont de la Seine qui est rivé, qui est assemblé. Et sur la tour Eiffel, comme ça vient d'être dit. Et après il y a eu la soudure, ça a été inventé par un Suédois en 1900, début 1900. Ça a été une révolution parce que là, bon, c'est sans limite quoi, au niveau de la taille et de la qualité de la résistance. Voilà, donc ça c'était aussi, alors les bateaux en fer, on l'a dit. Il est sorti à peu près 3 ou 4 par an, 3 par an, 3-4 par an. On a fait 1444 qui ont été répertoriés. 1444 navires. Le dernier que vous avez vu, c'est la Somme. S'il est encore en activité, c'est un bateau qui a 35 ans, 36 ans. Il a été prolongé de 2 ans
La marine nationale a prolongé de 2 ans parce qu'ils en ont besoin, parce que ceux qui arrivent derrière, ils ne sont pas encore prêts. En attendant, ça prouve la qualité des navires. Nous, on n'a pas fait le Titanic, il n'a pas coulé. Nous, il n'y a rien qui a coulé à Seine, c'est tous des bateaux solides comme nous avons fait. Pas rigoler. Voilà, il y avait une grande technicité. C'est un déchirement de voir la multiplicité de ce qui a été fait. Tous les types de bateaux ont été faits. Que ce soit des plateformes, il y a eu pour la recherche, il y a eu des bateaux de toutes sortes. Les transports de gaz, les plus gros transports de gaz du monde, il y en a eu de faits ici. Oui, on a fait. Donc, des méthaniers, des propaniers, on a fait de tout. Et en 2 parties, on les a fait. C'est des usines exploitantes, tout ça. C'est vrai qu'il y avait du monde qui travaillait au chantier, Nous avions. mais Ouais. c'était un déchirement qui ferme, parce que jusqu'au bout, ils y ont cru, le chantier, on a cru, on n'aurait jamais voulu que ça ferme. Qu'est-ce C'est qui la a mort de la provoqué Seine la quand chute le chantier est fermé. Vous l'expliquez un Eh peu. oui, je sais, mais j'étais On peut leur expliquer. Mais c'est politique. Et puis ça allait dans l'air du temps, vous savez. Maintenant, on parle qu'il y a la désindustrialisation, on ne fabrique plus rien en France. Ils voulaient faire l'usine, la France verte. Voilà, de service, c'est tout. Voilà, ils voulaient faire du service. Ça a commencé par les mines, la sidérurgie, la machine-outil. Et puis ça a été la construction navale. Alors ils n'ont pas été bêtes, ils ont même été très malins. Quand il restait, bon, ils en avaient fermé pas mal de chantiers. Depuis 1966, ils en avaient fermé. Il y avait une douzaine de chantiers. On se retrouvait avec 400 chantiers. Ils ont dit, on va regrouper la Seine, la Ciotat et Dunkerque. 3 chantiers différents, on va les regrouper en une entité. C'est appelé Normec, on va l'expliquer. Et en fermant Normec, boum, ils ont fermé 3 sites. Ils ont décidé de regarder un chantier sur chaque mer. Un chantier sur l'Atlantique, ça a été Saint-Nazaire, qui existe toujours, qui est mal en point, mais qui existe. Sur la mer du Nord, c'est en Allemagne, et en Italie, et sur la Méditerranée, il était en Italie. C'est fait à la Spezia. Voilà. Après, maintenant, on commence à dire, ah ouais, mais on ne fabrique plus rien, il faut tout acheter, bien sûr. Mais ce qui est encore plus grave que ça, c'est qu'on a perdu le savoir-faire. On a perdu une technicité extraordinaire. Il y avait l'école d'apprentissage. Guy va vous l'expliquer dans le détail, il en a expliqué. Quand on a fait, à un moment, on avait besoin de faire des gros méthaniers. Les méthaniers, c'est qui transportent le gaz de méthane que vous trouvez à la cuisinière. Ce méthane, pour le transporter, il faut le liquéfier. Pour le liquéfier, il faut le refroidir. Il faut le refroidir à moins 160 degrés. Moins 160 degrés, c'est quelque chose quand même. Donc il faut des navires avec une isolation exceptionnelle. Ces navires, on les a fait dans un bassin. On ne pouvait plus les mettre sur cale parce qu'on avait des techniques de lancement. On les a fait dans un bassin. Le bassin qui a été construit en 1975. Le bassin, lui, faisait 220 mètres de long, pour vous donner une idée. Et le bateau, il faisait 280 mètres. Alors comment on fait rentrer quelque chose qui fait 220 mètres, 280 mètres, pardon, dans quelque chose qui fait que 220 mètres. Nous les avons fait en 2 parties. Et on est allé les assembler, et là je passe la parole à mon collègue qui va vous l'expliquer un peu plus dans le détail, parce que c'était le contremaître chargé de cette opération. C'était extraordinaire. Vous avez combien de lancements sur cale? Ça ne dérange pas les jeunes de pas filmer. De lancements sur cale? Je pense On a des films, oui, il y a pas mal de films. Par de Vanné. On voit bien la différence Ouais. entre le Effectivement, oui, c'est plus spectaculaire que dans le bassin parce qu'il n'y a pas de lancement, on appelle ça une mise en eau, simplement. Alors donc, comme vous l'avez expliqué Jean-Claude, nous avons fait ces gros méthaniers de 180 mètres qui représentent à peu près 2 terrains de football et demi. Vous voyez un peu la longueur. Et nous les avons fait en 2 parties. Voilà, parce que la forme n'était pas adaptée pour faire ces gros méthaniers. Donc on a monté vers la porte, c'est-à-dire côté mer, on a monté toute la partie arrière, avec la cuve, il y avait 5 cuves par méthanier, la cuve 5 et la cuve 4. Et au milieu, c'était séparé avec la partie avant que nous avons montée jusqu'à la cuve 2. Voilà, parce qu'après on n'avait plus de marge devant pour monter la cuve 1 et le pic avant. Donc quand ces 2 parties ont été terminées, voilà, on a mis en eau, on a sorti la partie arrière, on l'a menée au quai nord, on l'a mis le long du quai, et on a rempli le bassin. Après, on a fait la partie avant, on l'a déplacée, on l'a reculée, et on a échoué de manière à finir toute la partie avant, cuve 1 et avant. Quand cette partie a été terminée, c'est pareil, on l'a menée au quai nord, et on l'a placée devant la partie arrière qui était déjà fixée à quai. Voilà. Et après, on a commencé
les opérations de rapprochement, ce qu'on appelle, avec des systèmes de vérin, de tir fort, tout ça. Il y avait des guides mâles-femelles pour bien que les deux tronçons se présentent bien à l'alignement. Voilà. À terre, sur le quai, nous avions un Algeco. Là, il y avait des ingénieurs qui surveillaient toutes les instrumentations de stabilité, surtout. Parce qu'il fallait que les deux parties, avant et arrière, soient bien stables. Et pour ce faire, on faisait des transferts d'eau dans les doubles fonds de bateaux. Voilà. Alors, en faisant des transferts d'eau, on amenait les deux parties parfaitement de niveau. Quand ces deux parties ont été bien rapprochées, à ce moment-là, on a coulé un tunnel étanche qui était en 3 parties. Voilà. Alors, il y avait la partie avec un gros joint spécial qui avait été conçu pour ce tunnel, le joint d'étanchéité. Ça venait se plaquer, on avait des plongeurs qui le guidaient dessous pour que le joint tombe bien au milieu, le joint de raccordement des deux tronçons. Après, d'un côté, c'était tenu par la grue qui était sur le quai, la grue évêchée, et de l'autre côté, par la grue ponton Atlas. Voilà, une fois que c'était bien guidé, que c'était plaqué à sa juste position, on mettait des rideaux de sécurité. Et après, il y avait les deux parties à bord, la partie arrondie, la partie bouchaine, ce qu'on appelle, voilà, qui débordait à 2,50 m au-dessus de la surface de l'eau, qui venait se raccorder avec toute la partie du fond du tunnel. Voilà. Une fois que ces 3 parties étaient en place, on mettait des pompes à route pour assécher le tunnel. On asséchait le tunnel, et quand le tunnel était sec, il n'y avait plus d'eau, on rentrait faire la visite, voir un peu comment ça se présentait, pour mettre des équipes de tauliers dans un premier temps pour niveler tout le joint, et après il y avait des soudeurs qui rentraient par l'intérieur qui remplissaient le joint. Voilà, de soudure. Voilà. Et il faut dire une chose surtout, c'est que ça a été pour le chantier de la Seine le premier au mondial. Premier au mondial, pourquoi? Parce que ça se faisait en Hollande, dans la Norvège, effectivement des raccordements comment on appelle, de jonction à flot ou jumboisation comme on appelle parfois. Voilà, mais sur des coques simples. Sur des coques simples, c'est facile. Mais sur un méthanier, avec la structure qui a tous les renforcements, tous les voiles à l'intérieur, c'est double. C'est des ballasts latéraux, c'est des cloisons étanches doubles, c'est des ponts qui sont doubles aussi, comme les doubles fonds. Alors donc, il y a beaucoup plus de contraintes, disons, à la confection, surtout d'alignement de toute cette structure. Voilà. Donc pour nous, c'était vraiment un événement. Et par la suite, ça a été un retour d'expérience, parce que comme vous l'avez vu tout à l'heure, les plateformes que nous avons construites, la Bingo, c'était une submersible, une plateforme qui avait 2 flotteurs de chaque côté, qui se stabilisaient sur site par les voies d'eau, on remplissait les flotteurs pour qu'elles se stabilisent, et voilà. Et après, ils jetaient les ancres pour la fixer. Et donc, ça a été fait en 2 parties, ça a été raccordé dans un bassin à Marseille. Les 2 parties ont été transportées là-bas, et donc on a fait le raccordement final, voilà, avec les soudures des 2 parties. Cette plateforme, moi je suis parti 21 jours en garantie. Voilà. La bingo, elle faisait à plus de 1000 mètres de fond. Ouais. Cette plateforme, je l'ai amenée, moi, j'ai travaillé, j'étais aux essais, je faisais les mises en service des bateaux. Et en l'occurrence sur celle-là, je suis parti parce que chaque fois, en fin d'essai, on faisait tous des essais de la machine propulsive, du froid, de tout ce qu'il y a sur un bateau. Donc les cuisines, ça allait. Et puis une fois qu'on partait, qu'on avait fini, il y avait toujours un technicien qui partait en garantie, 1 ou 2 techniciens qui partaient en garantie pendant la phase de garantie, pendant les 2-3 mois. Et là, sur les plateformes, c'était la garantie, c'était la menée sur le premier site de forage, à Aberdeen, donc au nord à 2 heures du pôle. C'est quoi votre métier? Moi, j'étais au service essai. Je faisais les mises en service, donc tous les paquebots, tout ça. Les médaillés, les chameaux de frigo, la cargo, avec tout ça. Mario Mazzanti, voilà, c'était la même équipe, on était à Paris. Après, je vous passe la parole à un bateau. Il y a quelqu'un qui vient, qui dit, ou un bateau, une plateforme, il vient, il dit, voilà, moi je veux faire un bateau, je veux faire une plateforme. Il dit à propos ce qu'il veut, le bureau d'études, il fait les études et tout, il décide de ça, pardon. Ensuite, une fois que les plans sont faits, on commande les tôles et on la monte alors, ou sur la cale ou dans le bassin. Une fois qu'il est étanche, qu'il peut flotter, on le met à la mer, premier contact.
La troisième phase, ce sont l'armement qu'on appelle. Les moteurs, les machines, l'électricité, le ci, le là. Et la quatrième phase, c'est les essais, comme vient de dire le collègue. C'est-à-dire qu'on va essayer le bateau ou la plateforme dans des conditions réelles. Et là, ça va être déterminant. Je parle du service contrôle. On était 120 en service contrôle. Le gars qui achète le navire, qui fait construire un navire ou une autre construction, il veut que ce soit fait parfaitement par rapport au cahier des charges. Tout est détaillé, le moindre boulon est classé, tout est expliqué. Et nous, on était chargés de présenter le travail qui a été fait au chantier, de le présenter aux représentants de l'armateur, d'une part, c'est ce qu'on appelle l'armateur, des compagnies d'assurance, parce que s'ils vont assurer un bateau, ils veulent qu'il soit fait conformément au plan. Ils ne veulent pas que le tôle fasse 3 mm si elle devait en faire 5. Donc, moi j'étais service contrôle, coque métallique et isolation des métalliers, mais il y avait des contrôleurs pour chaque spécialité. Pour les tuyauteries, pour l'isolation, pour chaque métier, bien sûr, avait des spécialités. Et à chaque fois, il signait le procès verbal. Si le procès verbal final n'était pas signé, le bateau ne partait pas. Et puis c'est clair. Donc notre rôle, c'était ça, un rôle très très important, enfin, pas spécialement le mien, mais je veux dire un service contrôle. En radiographie, on utilisait comment vous êtes arrivé de faire des radios pour le corps, on faisait des radios aussi pour les soudures. Pour voir l'intérieur d'une soudure, si elle n'est pas abîmée, on faisait des radios. On avait d'autres moyens, on avait des échographies, comme on fait des échographies, exactement pareil. On faisait les échographies et on regardait si les soudures, par exemple, étaient bonnes. Tout était contrôlé. Est-ce que, monsieur, vous voulez témoigner? Je vous remercie pour votre présentation qui nous fait revivre la vie de ces chantiers de la Seine. C'était pas assez près? Oui, voilà, c'est mieux. Voilà. C'est mieux maintenant. Voilà, Donc, ce remerciement où vous évoquez cela. Ma question concerne plus la diversité que vous avez fait tous ensemble pour construire des navires de petit tonnage jusqu'à des navires de gros tonnage, que ce soit pour le commerce ou pour le transport maritime. Quelles sont ces diversités que vous avez faites? Parmi ces diversités, est-ce que vous avez eu à un moment donné, disons, une spécialité qui vous ait fait vendre plus particulièrement des navires à certains pays ou à certaines corporations, je ne sais pas. Quelles sont, autre question, quels étaient vos clients? Alors, les clients, comme vous avez pu le voir sur les 1444 constructions, ça a commencé avec la Russie, puisque le chantier a été créé en 1855 exactement. Les grands chantiers, puisqu'on a vu que c'était des petits chantiers forains au départ. Après, ils sont transformés en grands chantiers. On a travaillé pour la Russie, on a travaillé pour tous les pays, pour le Brésil, pour l'Amérique, pour absolument tous les pays. À l'autre époque, alors on va dire quelque chose quand même que nous avons connu, ce dont je vous ai parlé, bien sûr, on n'a pas connu. Mais nous avons travaillé absolument pour tous les pays. On a travaillé on a fait des bateaux russes, on a fait des frégates pour l'Arabie Saoudite, on a fait des plateformes de forage. Les plateformes de forage, elles sont venues quand il y a eu le premier choc pétrolier. Vous vous souvenez, c'est dans les années 70. Le prix du pétrole qu'on allait chercher sous la mer était devenu concurrentiel par rapport à celui qu'on allait chercher en Arabie Saoudite, par exemple. C'est plus compliqué d'aller chercher du pétrole sous l'eau que de l'aller chercher sur terre. Donc il y a eu une forte demande parce que les Norvégiens, ils ont découvert un gisement énorme de pétrole qu'ils utilisent encore. Et la Norvège est un pays, je crois qu'ils sont 6 millions d'habitants, ce qui est très peu. C'était un pays relativement pauvre et avec ça, ils ont été très riches. Ils sont très riches. Et il y a eu une forte demande de plateformes. Nous avons travaillé pour les Norvégiens. Nous avons travaillé pour la Malaisie. Pour la Malaisie. On a travaillé pour l'Algérie, puisqu'on a fait des méthaniers pour l'Algérie. Nous avons travaillé absolument pour tous les pays. Donc c'était la part commerciale nous avons travaillé pour le Fair Sky. C'est Vlasov qui s'appelait l'armateur. C'était un gars d'origine russe, mais avec américain.
Donc nous avons travaillé pour tout le monde. Surtout à l'époque, Oui. où ça n'allait pas bien, les directeurs ils se défaussaient pour trouver du... C'est On ça. était ouvert à tous les pays parce qu'il fallait, pour assurer le travail, il fallait qu'ils trouvent du boulot. Donc. Ah, Et il était brillant pour ça. oui, oui, c'est vrai. À lui seul, il a réussi à ramener Bien. une ferme Oui, de oui, verre. c'est On vrai. parle de verre. Ah, ouais. Donc à cette Tout à époque-là, fait. heureusement qu'il était là. Ça nous a Oui. permis et donc on s'est toujours remis en cause et on a toujours pris des défis quoi, pour faire des grands bateaux. Oui, parce qu'il semble qu'entre la Ciotat et la Seine-sur-Mer, il y ait eu peut-être une certaine concurrence. Mais, Oui. mais Oui, il y en a eu, bien Oui. sûr. la Ciotat, ils étaient plus spécialisés sur des... Ils avaient un bassin, ils ont fait un bassin de 300 mètres de long. Ça fait qu'ils ont pu faire des bateaux, notamment des pétroliers, beaucoup plus gros que les importants. Ils n'ont pas eu besoin de jeu. Mais les métals, ils n'avaient pas besoin de jumboiser, ils n'avaient pas besoin de faire ça, ce qu'on a fait nous en deux parties. Mais par contre, au niveau des méthaniers, ils étaient un peu moins performants que nous. Nous, nous en avons fait 9 de méthaniers. Et c'était une technique, eux, ils avaient la technique Technigas, et nous, nous avons la technique Gas Transport. Et il y avait une troisième technique, c'était la technique MOS, c'était des boulots, c'était les Américains qui faisaient ça, ils étaient limités par la capacité. Mais c'est vrai qu'il y a eu une concurrence. Mais par contre, nous sommes allés les aider chaque fois qu'il y a eu des lutins. Quand il y a un moment, ils avaient un problème, on est allé manifester avec eux, on a été solidaires. Après, ils nous ont mis dans le même groupe, et hop, ça a été pareil. Quoi. Je voulais vous dire aussi un mot quand même sur les accidents et sur la dangerosité de ces métiers. Moi, j'ai travaillé donc 18 ans, il y avait 13 morts que j'ai connus. Des gens qui sont tombés, des gens qui ont pris des tôles sur la tête, il y a des gens qui se sont brûlés. Et puis, il y a un fléau, ça a été évoqué, c'est l'amiante. L'amiante, nous avons été tous contaminés, plus ou moins. Et c'est une catastrophe. Actuellement, on dénombre 800 morts. C'est les copains de la mutuelle qui nous l'ont dit, 800 morts à peu près depuis que les chantiers ont fermé, qui sont décédés à cause de l'amiante. C'est une saloperie innommable, que l'on trouve de partout d'ailleurs. On a trouvé les premiers qui ont été touchés, je ne sais pas si vous le savez, mais c'était l'université de Jussieu, les enseignants, qui ont été les premiers contaminés, qui en sont morts. Parce que les faux plafonds étaient en amiante. C'est le Et produit bien sûr, miracle. Alors, l'amiante, il y en avait de partout de l'amiante, hein, à la maison et tout. Et nous, même il y avait des histoires qui sont passées. Il y a des copains qui travaillaient à l'amiante, ils avaient des bleus, habillés en bleu. L'épouse à la maison, eh ben, elle les nettoyait, eh ben, elles ont respiré des particules, il y en a qui en sont tombés malades. Insuffisance respiratoire, voire asbestose et décès. Ça a été un drame, et on s'est battu et on n'a pas obtenu tout ce qu'on voulait. Et à un moment, on nous vendait des plaques d'amiante pour mettre sur le... Absolument, absolument. Pour tenir, oui. Alors nous dans les chantiers, pourquoi il y en avait? Ben, c'est pas compliqué, hein. Bon, dans la machine, le copain doit savoir, toute la tuyauterie était isolée que de l'amiante. Comme c'est des tuyaux de vapeur, de chaud, donc pour le maintenir au chaud, et pour protéger aussi, c'était des matelas d'amiante. Pour les soudures, quand on soude des tôles un peu épaisses, il faut les préchauffer pour pas que ça casse. Donc on préchauffait avec des résistances. Et bon, on mettait des matelas d'amiante et on nageait dans l'amiante constamment. Alors, il y avait ça. Après, il y avait eu aussi un fléau, ça a été quand ils ont fait sur le paquebot. Il y avait des plaques je ne me rappelle plus comment ça s'appelle ce produit, c'était des plaques qui servaient à l'isolation dans le paquebot. Il y a eu qui étaient faites carrément en amiante, les copains, ben, ils ont respiré. Et puis, il y en a qui ils sont morts de ça. Parce que dans un bateau, quand on le construit, il y a 1000 personnes sur la compagnie d'armement. Donc il y a de tout, les soudeurs qui soudent sur leur tapis, donc tout le monde en a pris. C'est pour ça qu'il y a eu... Ça a été terrible. Ça a été terrible. Et oui, les cloisons des cabines, tout ça, c'était des cloisons inifugées, comme on disait, avec de l'amiante à l'intérieur. Hein. Ah, obligé. Hein. Et c'est vrai que quand on a fait surtout les plateformes, type Bingo aussi, et les autres, qui avaient de très fortes épaisseurs et de nouveaux, disons, aciers qu'on était obligé de mettre en préchauffage. Les soudeurs, avant de chauffer, d'abord, ils avaient les électrodes qui étaient dans une étuve portative, voilà. Et ils avaient un appareil pour mesurer, enfin, relever la température. Ils soudaient que quand c'était en température. Et c'était entouré tout le matelas des résistances à base avec de l'amiante. Est-ce qu'il y en a qui ont connu les chantiers parmi vous? Moi j'ai connu la Ciotat, mais pas... Vous avez connu la Ciotat et vous, madame? Vous avez travaillé? Vous êtes, je suis madame Stéphanie, vous êtes le fils de Guisty. Ouais.
Et Alors, Madame Stéphanie. Eh oui, vous connaissiez, vous étiez plus jeune. Oui. Mais Henri travaillait avec Oui, mon votre père. Avec votre père. Alors, Stéphanie, voilà. C'était qui? C'était qui? C'était mon mari. C'était son mari. Et madame Alors, a travaillé Stéphanie- au chantier aussi, elle a travaillé. Vous êtes M. Gramondi. Mais, Non, M. Gramondi, il est mort, plus cher. ouais. Pouliche, vous voulez dire? Non, Stéphanie, il est Lyon. Ah, Ils se Ah, d'accord. disputaient. c'est les cousins. C'est eux qui étaient sur qui s'occupaient des titans, que chaque fois qu'ils volaient les titans, Ah c'était eux. oui, mais attends. Il avait était fait deux frères. deux frères. C'est ça? Et il y en avait un qui était responsable pour l'échafaudage. C'était les cousins. Deux frères. Cousin Ah, cousin Ils peut-être. s'appelaient Henri et Bruno. C'était les cousins germains. de mon mari. d'accord, bon, ben, on les a connus. Oui, les a Ah, il les a connus. bien connus. Stéphanie, Ben mon oui. frère, qui travaillait au montage de machine. Ouais, Stéphanie, il avait- Qui connaissait vos parents. Oui, bien sûr. Et vous avez travaillé, non? Vous n'avez pas Moi, travaillé? j'ai travaillé 38 ans au chantier, Vous étiez où? à la mutuelle. Ah, Avec qui? Ouais. avec qui? Ben, je sais pas. Mais il y Avec avait- Tite Gré. Comment? Avec Tite Gré. Oui, Bien sûr. Il y avait Corot au départ, non? J'étais au guichet, en bas, dans Ouais. la pharmacie, dans les chantiers. Vous avez connu la mutuelle, les Mais guichets. bien sûr. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais le seul nom que tu as trouvé, c'est le nom d'un mec. Il doit y avoir des femmes à la mutuelle, non? Tu as trouvé que Tite Grèce, c'était un mec. Ah ouais, peu cher, ouais, c'était Moi, le- j'étais chantier. Oui. C'était le plus J'ai connu, embauché alors. En Vous étiez 40 moché chantier, vous. En oui. 42, j'ai c'est commencé à travailler. Jusqu'en 80. Et je suis toujours resté au chantier. D'accord. Ah ouais. Vous êtes parti en quelle année alors? Hein? Vous êtes parti en quelle année du chantier? En 80. 80, il y a pas de Oula. temps. Ah ouais. Ah ben, ça a duré encore 9 ans, quoi. Et mon mari est mort dans Ouais. l'amiante. Ah, ben voilà, oui. C'était les années. Alors, il est décédé en 95. C'était les années 83, 93, où il y en avait beaucoup. Là, il y a eu une grosse quantité de malades. C'est vrai, c'est vrai. Et on ne savait pas trop soigner. Ouais, mais il est mort en 95, dans l'amiante. Il y en a un paquet qui sont morts. Et Ah, mais c'est- il avait fait la jumborisation, il avait travaillé à l'arsenal, la jumborisation, il en avait fait. Il connaissait bien votre père et votre mère. Oui, il était chef d'atelier Oui, de ouais. montage de coque, ouais. Moi, je vous ai reconnu. Ben, moi, je suis physionomiste. Ah ouais. Ouais. Et, moi, j'ai Ouais, travaillé, c'est vrai. je suis rentré en 71, moi, je suis rentré à 7 ans. Après, ben, je suis parti, je suis viré. Je me suis reconverti. Ah, d'accord, ben voilà, un beau témoignage, là. Hein. Ouais. Qu'est-ce que vous avez nous raconter les anecdotes du chantier? Vous savez, des histoires, j'en aurais pas que j'ai. Eh oui. Tellement. Et puis, comment je peux dire, l'ambiance était sympathique, hein. Vous voyez, Oui, dans le voilà. service La famille, Faut le administratif, dire. même à la mutuelle. hein. C'est Oui, une famille, ouais. la navale. Et C'est une famille, la navale. Oui, J'ai ouais, travaillé ouais. à la navale, c'était... moi, Oui. C'est moi qui fais tous les essais à bord. Quand on partait à bord des essais, on faisait le point fixe, on faisait après les essais en mer. C'était quelque chose de phénoménal. mais il a De connu, de il a mettre connu en votre service, père aussi. de le voir se construire en bateau, on part de rien. Oui, on va ouais. se lancer. Il a connu votre père aussi. Et ouais. Ah ouais. Et socialement, il y avait. Puis c'était la vie Oui, de la oui. ville. Oui, oui, Il y Le avait. chantier, On allait en colonie. Le lancement des bateaux, J'ai gardé c'était une le fête. souvenir C'était une parce qu'il y fête. avait- C'était une fête, c'était ouvert au Il y avait une bonne public. ambiance. Il y avait la fanfare, il y avait le Bonne personnel ambiance. entier, tout ça. Oui, oui, il y avait une bonne ambiance, oui. Il fallait travailler, c'était pas comme... Et alors, les bateaux, ils ne se faisaient pas tout seuls. Hein. Ça, c'est sûr. Les bateaux, Voilà. ils ne se faisaient Quand pas on seuls. disait Hein. que les gens Pas faisaient des bien, coups de baguette à machine. il fallait les faire avec 4 bateaux par an. Ah, ça, c'est sûr. Sans compter le reste. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai toujours répondu ça. Moi aussi, mais en plus, on a eu jusqu'à 13 unités la même année. Ouais. 13 unités en début de construction, évidemment, et en fin de construction. C'était en 75, 76, cette période-là. Il y en avait de partout des bateaux. Merci. Des bateaux, des trucs. Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter, Madame Stéphanie, alors? Hein? Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter un peu? Je voulais que je raconte Hein? la Qu'est-ce que vous vie, rappelez? la vie des chantiers. Je l'ai connu, je l'ai vécu. Vous avez connu tout le monde, vous, à la mutuelle? Oui, tout le monde. Monsieur, le premier, c'était M. Graziani qui est parti de suite quand on a inauguré la pharmacie. Ouais. Voilà. Après, il y a eu M. Gros avec M. Salvetti. Ouais. Voilà. Comment alliez-vous au chantier pour faire votre travail? De chez vous au chantier? Vous habitiez où? C'était pas loin. C'était pas loin? À pied alors? À pied, on n'existait pas les voitures. Est-ce que la habitiez où? société avait créé
une façon de se diriger avec des cars, des choses comme ça. Non, chacun y allait de sa propre Chacun, moyen. ouais. Il n'y avait pas de parking. D'abord, il n'y avait pas beaucoup de voitures. Il n'y avait pas beaucoup de voitures. Les gens qui habitaient Stelfour, ça leur venaient en vélo ou en vélo moteur, mais il n'y avait pas de parking. Vous habitiez où, vous? J'habitais, les soirs, longtemps au boulevard Jean Jaurès. C'était pas loin. Puis après, j'habitais au chemin de la Seine à Bastia, au-dessus du cimetière. Mais il n'y a jamais eu de voiture. Pendant que je travaillais, personne n'allait en voiture au chantier. Il n'y avait pas de place pour se garer. Dans les années 80, après, il y en avait quand même des voitures. Mais après, La place colonie, la place de la Lune, c'était complet. Et si vous devez partir à Valeur pour aller chez le docteur ou quoi, il ne fallait pas se garer là, on ne partait plus. Alors, pour les horaires de travail, il faut savoir un petit peu les horaires de travail, il y avait l'hiver et l'été d'une part, puis il y avait l'horaire classique, c'était 7h moins le quart pour le matin, premier coup de sifflet. Alors du coup c'est le sifflet, pour ceux qui ne sont pas dans la Seine, il faut savoir qu'on l'entendait de la cité Berthe jusqu'au Sablac, ce sifflet. D'abord la Seine était rythmée par ce sifflet. Alors bon, premier coup 7h moins le quart, les portes s'ouvraient, les gens y rentraient. Deuxième coup de sifflet, 7h moins 5, hop, les portes se fermaient. Ceux qui arrivaient en retard, ils attendaient dehors. Troisième coup de sifflet, on était sur le poste de travail. Et là, on ouvrait les portes, et ceux qui étaient en retard, ils perdaient un quart d'heure. C'était pas comme maintenant où c'est qu'on pointait. Ils perdaient un quart d'heure, et au bout, si ça arrivait par malheur que dans l'année, dans la semaine ou dans le mois, on perdait plusieurs fois en retard, on perdait la prime d'acidité. On perdait la prime d'acidité. Au bout de 5 retards, on perdait la prime d'acidité. Alors, c'était pas de rigolade. Et après, le midi, le soir, c'était pareil. Alors, quand même, au début, on faisait, moi, quand je rentrais, 48 heures. 48 heures. Alors, 48 heures, on était loin des 35 heures, je vous le dis. Semaine normale. Et on travaillait le samedi matin aussi, il y avait la veillée. Généralement, oui, on faisait beaucoup d'heures supplémentaires. Surtout nous, à la coque, on avait toujours la bourre. Pour vous dire que les conditions de travail, c'est quand même pas facile non plus. Mais il y avait une bonne ambiance, il y avait une mentalité. Et puis, qui n'avait pas quelqu'un qui travaillait au chantier, il y avait une école d'apprentissage. Ça, c'était merveilleux, ça. Les jeunes qui n'étaient pas fâchés que l'école ou quoi, ils allaient là-dedans, ils faisaient 3 ans d'apprentissage et ils finissaient, il y en a qui finissent chef d'équipe au contre-maître. Il y avait une promotion sociale. Ça permettait de garantir ce qui nous manque aujourd'hui, dans tous les secteurs d'ailleurs. C'est que d'avoir perdu tous les apprentissages de métier, les écoles de métier. Aucun de vous n'a connu les 33 heures. Les 33 heures. Et 35 33, c'était où? Il n'y a jamais eu de travail posté. Si, il y avait la nuit. Oui. Pas 3-8, mais il y avait. Moi j'ai fait. Il y avait la nuit aussi. Les travaux postés, on les faisait. Il y avait les petites nuits à l'heure supplémentaire ou alors l'équipe de nuit quand on tournait en 3-8. Ah oui. On tournait en 3-8. La mécanique travaillait en 3-8 pratiquement toute l'année. Pour certaines machines, on ne peut pas les arrêter. Non, ils travaillaient en 3-8. Un mot sur l'atelier mécanique, parce que malheureusement, pour ceux qui connaissent la Seine, ils vont maintenant, pour vous raconter sur des chantiers, c'est difficile, il ne reste plus grand chose. Il reste le pont, qui sert de belvédère. Il reste la porte principale qu'on a sauvée par miracle. Et là, je fais une petite aparté. Dans cette porte principale, maintenant, au premier étage, il y a une salle qui a été aménagée et on reçoit les écoles primaires. Toutes les écoles primaires de la Seine, du CM1 au CM2, on les reçoit toute l'année et on leur raconte l'histoire des chantiers. C'est quelque chose qui est préparé avec leurs enseignants, ça fait partie de la formation puisque c'est la révolution industrielle. Alors les gamins, bon, ils travaillent en classe et là on les rencontre, on est 4, 5 autour, il y a un petit jeu, il y a des questions et tout, et après ils nous posent des questions en direct. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur que c'est, ces enfants. D'abord, ils sont, comment dire, ils n'ont pas d'arrière-pensée. Ils sont curieux, et c'est vraiment une chance. Et là, une fois par an, à la fin de l'année, on vient de la faire, le 15 juin, il y a ce qu'on appelle la fête de la Navale. Il y a 600 gamins qui viennent sur le parc de la Navale. On a organisé des jeux et tout, et les gamins, et on passe à la porte symboliquement. C'est-à-dire que la porte est refermée, on a trouvé une espèce de cornet qui ressemble un peu au sifflet, et là on passe tous en même temps, et c'est vraiment fabuleux pour les copains. Quand on participe, ça nous fait quand même quelque chose au cœur. Je dois vous le dire, de voir ces gamins, ils sont heureux d'être là. Ouais. Donc ça, on le fait. Et je me rappelle plus aussi que j'en ai fait avec la porte principale. Oui, il reste la porte principale, il reste l'atelier mécanique. Alors le fameux atelier mécanique,
de faire les cinémas, pas les cinémas, la Cité Bleue, le Pâté de Couffin. On est toujours dans le flou. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Pendant des années, on a essayé de faire quelque chose dans cet atelier mécanique. Il y avait un projet de cinéma et puis de petit commerce culturel. Il y avait une association qui était opposée un petit peu à la mairie, qui était en poste, sans porter de jugement de valeur, qui a posé des recours. Chaque fois ça passait à un tribunal administratif, ça prend des mois, et pour ne pas dire des années. Et quand on a eu l'accord, quand ils ont eu l'accord pour faire le cinéma, manque de peau, ça a changé de municipalité, de politique, bam. Et le projet est encore tombé à l'eau, ça fait qu'on en reprend encore pour... Voilà. Il reste donc cet atelier mécanique. Alors cet atelier mécanique, il faut quand même savoir que c'est le seul atelier qui a survécu après la fermeture du chantier. En 89, quand il a fermé, on avait le choix entre deux options pour quand on était licencié. Ou on prenait une prime de licenciement, ou on prenait la reconversion, une formation pour se reconvertir, ou on repartait en retraite, ce qui était là, je vais partir en retraite, ou on prend en retraite. Les copains qui ont été à la mécanique, ils ont préféré prendre la prime de licenciement et ils ont investi dans la mécanique. Ils ont racheté l'atelier mécanique. Ils ont travaillé encore 15 ans. Pendant 15 ans, l'atelier a continué à travailler, indépendamment des chantiers. Il y avait un savoir-faire énorme. Hein. Et puis il y avait particulièrement une tour verticale qui pouvait faire des pièces de 9 mètres de diamètre au centième de millimètre. C'est quand même un outil, peut-être ça ne parle pas à certains, et s'il y en a qui connaissent un peu la technique, il faut savoir que c'est extraordinaire de travailler comme ça. Je crois que c'est là qu'on a usiné les hélices du... Exactement. Voilà, tout à fait. Oui, Charles de Gaulle. Quand Charles de Gaulle il a cassé son hélice, on a récupéré celle de Clémenceau, et ces hélices ont été usinées à l'atelier mécanique. Voilà, on leur a adapté. Il a été pris par les Chinois. C'est les Chinois qui l'ont récupéré. Après, il y avait aussi des objets. Alors, bon, donc il y a l'atelier mécanique. En face, il y a l'atelier mouille sec, qui maintenant, où il y avait les chaudières. Ça appartient encore au GNIM. Parce que les GNIM, on l'a expliqué dans le film, il y a eu une séparation. Nous, ça s'appelait construction navale et industrielle de la Méditerranée. En 82, Erlich, le patron, quand il a vu que le coup allait mal, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séparé, il a pris la partie terrestre, les ponts flottants, les unités d'incinération, les escaliers. Il a créé son entreprise. Il a conservé le sigle CNIM, mais il a changé. Ça s'appelait Construction Nouvelle et Industrielle de la Méditerranée. Ils existent encore, ils ne sont pas au mieux, mais enfin, ils sont encore là, ils ont pas à peu près 1000 personnes. Comment? C'est réel qui a repris le... Écoutez, là, je n'ai pas trop suivi l'affaire. Ce que je sais, c'est qu'ils ne sont pas au mieux. Il y a une partie qui a été... Oui. Il y a une partie encore qui est encore rentable, qui a été rachetée, puis les autres, ils ne savent pas trop ce qu'ils vont faire. Il y a l'environnement qui a été acheté, et la partie la Seine, c'est réel, je crois. Je ne sais pas, ouais. Ils ne sont pas au mieux, quoi. Ouais, après, après l'atelier mécanique, il reste le môle d'armement. Le môle d'armement, où c'est qu'on a fait, ce qu'a expliqué Guy, la gémoisation, c'est là-bas où il y a les gros paquebots de croisière qui viennent, le plus gros paquebot du monde qui vient, parce qu'il y a un tirant d'eau, juste fait comme faisaient des gros bateaux, nous. Ils avaient été obligés de draguer pour pouvoir que les gros bateaux puissent accoster. Et là, maintenant, ça sert à ça. Ça sert à faire venir les touristes. C'était au moins normal, mais ça ne rapporte pas grand-chose. Voilà, donc il ne reste plus que ça. Et il reste le bassin, la forme, cette fameuse forme de 220 mètres. Mais bon, vous voyez un quai, hein. C'est un quai aussi qui a un superbe bateau maintenant, en ce moment. C'est un truc, même des bateaux comme ça, qui peuvent posséder des bateaux comme ça. Ils viennent là, en hivernage, ils sont là, ma foi, mais ça ne sert pas à grand chose. Donc très difficile de faire, d'expliquer ce que c'était la Seine. Vous avez dû le voir. Bon, la photo est un peu petite, mais enfin, voilà, c'était ça les chantiers navals, quoi. C'était un chantier dans la ville, hein. Alors il y a un parc maintenant. Voilà, donc c'est un peu de la tristesse. Alors nous, nous continuons à essayer d'en parler des chantiers, parce qu'on pense que c'est important. D'une part, pour savoir vraiment, il est bien qu'on sache d'où on vient, et que le chantier ne meura pas le fois. Et nous, je dis nous, je parle des associations. Merci. Non, ça va. Les chantiers, nous sommes une association, le CRCN, je vous l'ai dit. Il y a une autre association qui est l'Amiance qui était fondée des intérêts du chantier, mais elle était uniquement ouverte aux anciens du chantier. Et il y a les Argonautes qui était une association de modélisme, il y a beaucoup d'anciens du chantier.
qui soutient aussi le projet. Nous sommes, comment dire, en combat, c'est pas le mot, mais nous sommes quand même essayons d'avoir un musée, d'avoir un espace mémoriel aussi qu'on puisse vraiment quelque chose de moderne, pas où on met 4 objets. On veut quand même qu'il y ait des bornes interactives, on veut qu'il y ait quelque chose à la hauteur de la mémoire. Dans l'atelier, ça serait formidable. Dans l'atelier mécanique, ça serait bien. Ou, nous, on veut qu'ils soient sur le site du chantier. Oui. Ça, c'est la condition sine qua non. Alors, tout à l'heure, on l'a un petit peu abordé. Il en parlera dans le détail. Il dit il reste un engin qui est encore en vie à moitié, c'est le laborieux. C'est un remorqueur. Laborieux qui était. Il va vous en parler. Il fait partie de l'association qui le remet en état. Il reste cet engin, on a eu l'Atlas. L'Atlas, c'était un ponton flottant aussi, qui permettait de transporter plein de choses. Une anecdote, je vais vous raconter, dommage que je n'ai pas les photos là. Quand le pont a été construit en 1914, le pont se baissait, il se levait pour faire passer le train. Et un jour, au cours des essais, bang, il est resté en bas. Et il ne se relevait plus. Et il y avait les bateaux, parce qu'à l'époque, déjà, il y avait déjà les bateaux qui faisaient la Seine-Toulon. C'était des ficheurs de ferry-boat, hein, vous les avez connus, vous. Hein, moi aussi. Eh bien, alors, il ne pouvait plus passer, le pont était baissé, il bouchait le port. Qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu l'Atlas, il les a pris et il a passé de l'autre côté. Dans l'Atlas, il servait à tout, hein, c'était son nom, il était solide. Et lui, il a été vendu au Maroc. Oui, au Maroc, c'est marocain. Ouais. On aurait plein d'histoires à raconter sur ce pont. Il y a des jeunes qui se lâchent. Moi, je ne l'ai pas fait, mais j'étais dans l'eau des fois. Quand le pont il se levait, alors on s'accrochait au pont, et c'était le plus courageux, c'était celui qui se lâchait le dernier. Et il a fallu redescendre le pont tellement qu'il était monté haut. Il avait peur après. Il était venu aussi l'abbé Simon. Oui. Vous avez connu l'abbé Simon, c'est lui qui plongeait pour ses œuvres caritatives, il plongeait dans des falaises et tout, mais il avait plongé du pont. Oui, il plongeait à Cassis, à il plongeait à Cassis, il ramassait de l'argent pour faire ça. Des falaises, Et le pont, un jour, ça c'était en 71, il y a la voie ferrée qui part de la gare de la Seine, donc c'était la demande pour amener les matériaux. Et il y a 4 wagons, une fausse manœuvre. Ils sont partis doucement dans la gare, sans la machine, sans rien. Ils ont traversé les routes et tout. Ils n'ont touché personne. Ils sont arrivés, mais le pont, lui, était levé, ils ne les attendaient pas. Bang, tous les wagons à la mer. Et c'est l'Atlas qui est venu les prendre pour les récupérer. Il y aurait plein d'histoires à raconter là-dessus. Moi, j'aurais une question. Je vous en prie. Quand les chantiers étaient en fonction, ça devait faire un vacarme terrible dans la ville, non? Oui. Hein, est-ce que les décibels... Oui, on est tous un peu sourdingues, hein. Oula. Ah, parce que bim bam boum, on entendait, même dans la ville même, dans les appartements. Non. Ce qui était au bord, j'entendais, j'étais pas trop content. Parce qu'il y avait des trains. On faisait l'équipe de la nuit. L'entendiez ou non, Mouchetier? Le bruit, vous l'entendiez? Oui, on l'entendait, ouais. Ça tapait fort, ouais. Ça tapait fort, ouais. Il va vous raconter, il y a eu pour vous dire le bruit que ça fait. Un jour, c'était un dimanche matin, hein, qu'elle a roulé ça. Oui, dimanche matin. Une grue qui a été portée à l'Arsenal d'ailleurs. L'Arsenal l'a encore utilisée, il vient de la désarmer il y a un an. Quoi. La grue, c'est une nouvelle grue justement pour faire les gros méthaniers, et elle s'est cassée, et la flèche, elle s'est affalée sur le pont. Il n'y a pas eu de mort, c'était un dimanche, je vous le raconterai. Mais moi, j'habitais quartier de Nicarde, pas très loin. Il y avait un peu de vent d'est. On a entendu boum. Mon père, justement, comme il était responsable, il était parti de voilà, il y avait à ce moment-là, on était en plein boom au chantier, il y avait beaucoup de travail, il y avait des équipes de nuit, des heures de préfabrication. Et c'est vrai qu'ils travaillaient jusqu'à minuit, je crois. Et on tape sur les tôles ou quoi, il y a énormément de bruit. C'est vrai que c'était gênant. Les gens se sont plaints à plusieurs reprises, les riverains qui habitaient, parce qu'ils étaient à une cinquantaine de mètres, les plus près, et ça montait jusqu'au bas du fond Napoléon de la colline, quoi. Voilà, donc c'est vrai que c'était gênant. Mais le bruit pour nous, après, pour les champignons. Voilà. Alors après, bien sûr, comme il le disait Jean-Claude, on a perdu beaucoup. Moi, ça fait des années que je n'entends plus les aigus. J'ai passé des années et tout, bon, il n'y a plus rien à faire. Voilà, parce que quand on était à l'intérieur d'un bateau, moi je me rappelle qu'on était obligé des fois, parce qu'on travaillait, les charpentiers tôliers travaillaient par équipe de 2. Voilà, il fallait être 2
et aussi pour la sécurité quand on allait dans les doubles fonds, dans des endroits où il y avait des risques. Et on travaille surtout avec le chalumeau, qu'il y a du gaz. Voilà. Donc, on travaillait à l'intérieur et il y avait, à cette époque-là, les burineurs, c'est-à-dire les chanfreineurs. Ils avaient des gros pistolets à air comprimé avec un burin qui tapait. Après, il y avait ceux qui piquaient la rouille avant peinture, qui traitaient les tôles et tout. Il y avait énormément. Plus les façonneurs qui faisaient le redressage des tôles, surtout dans les superstructures. Alors ils chauffaient, et puis la chasse et la masse, et bababam, babam. Alors tout ce bruit rassemblé, je vous dis qu'une chose, c'est qu'on était obligé de se crier. Moi je disais à mon matelot, on appelait ça le jeune qui donnait la main, oh, pointe là, là. Obligé de crier parce qu'on ne s'entendait pas, 50 cm. Voilà, c'est pour ça que bon, on a des séquelles. Voilà. Bon, après, on a parlé, on a dit, le laborieux. Le laborieux, ouais, on peut dire. Le laborieux. Alors le laborieux, voilà, ça fait 23 ans, non, 32 ans qu'il était sur la cale, sur une cale de lancement du chantier maritime du Midi à Balaguer, à côté du musée. Voilà. C'est effectivement, disons, le remorqueur mythique des chantiers. Tout le monde connaissait le laborieux. En plus de ça, le capitaine, c'est mon beau-père. Alors voilà. On donne un peu plus d'affinité. Et c'était un bateau qui était destiné aux travaux des chantiers, il déplaçait des chalands avec des blocs dessus pour les stocker sur des aires de stockage. Et même toutes les années, aux périodes des fêtes de la Seine, c'était lui en accord avec, bon, c'était la direction des chantiers en accord avec la ville, voilà, qui demandait d'avoir le laborieux pour aller chercher au Carré du Fort à Toulon les artistes qui venaient pour les fêtes le soir du 14 juillet, un peu voilà, évoluer. Alors il y avait un grand chaland avec des trucs devant, amarrés devant la mairie, voilà, avec des gradés. Et puis là, il y avait, comme on appelle, bon, la foule était bien entendu massée sur la route. Et là, il y avait les chanteurs. Voilà, bon, moi j'ai encore toutes les photos dédicacées, comme mon beau-père qu'il avait des chanteurs importants de Luis Mariano, Ricky Azaray, les Surfs, Johnny Hallyday, etc. etc. J'en ai une multitude. Voilà, et donc ces gens-là arrivaient par derrière, la foule ne les voyait pas arriver, et puis au moment où ils devaient passer, hop, ils sortaient, voilà. Bon. Donc, il y a ce bateau, ce remorqueur a une histoire, une véritable histoire. Et c'est dommage, il était prédestiné à être ferraillé. En 89, enfin, l'ingénieur, je me rappelle, bon, du logistique, a dit, bon, ben, le laborieux, maintenant on ne fait plus rien, tout ça, on va le ferrailler. Et c'est deux cadres des chantiers qui sont allés voir à ce moment-là le conservateur du musée, c'était M. Lebon, et il leur a expliqué, et le gars a dit, moi pas de problème, moi ici, moi je veux bien le récupérer, le laborieux. Donc voilà, il a été transporté à Balaguer, et il est resté sur la cale pendant 32 ans comme ça. Il y a eu beaucoup d'associations, moi j'en ai reçu avec mon beau-père, donc, où ils se proposaient de restaurer, ils voulaient le restaurer, ils venaient nous demander les plans, une chose ou l'autre, et puis ce sont tous des projets qui ont avorté. Et puis un beau jour, et bien voilà, en mars 2021, on a créé, c'est une collègue Nancy des Chantiers, voilà, qui a, disons, créé l'association des Amis du Laborieux. Et là, bon, eh bien c'est passé. Alors bon, c'est vrai que ça n'a pas été simple. Bon, au niveau travail et tout, administrativement, j'en passerai des trucs. Mais voilà, on a attaqué en avril 2021 les travaux. Et en principe, là, en fin d'année, eh le bateau devra être terminé, restauré, comme on l'a souhaité. Et il devrait regagner le site des chantiers et être exposé. Et comme disait Jean-Claude, si on a le bonheur encore d'avoir le musée, ce qu'on voudrait, c'est que le laborieux soit juste à côté. Mais c'est vrai que ça a été, on y travaille encore. Moi, j'y étais hier matin, hein, on fait des gros travaux de tôlerie, encore, je change le pavois tout en haut. C'est des travaux très difficiles parce qu'on met des tôles neuves qui vont se marier avec du vieux. Enfin voilà, c'est des méthodes un peu spéciales. Mais on a la satisfaction, ça va, et beaucoup de personnes maintenant apprécient notre association. La main-d'œuvre étrangère. Parce que j'avais lu qu'il y avait 5000 ouvriers. Donc est-ce que dans le bassin de la Seine-Toulon, vous aviez pu avoir 5000 ouvriers que du coin? Oui, oui. Il y a eu 6000. 6000 même. Voilà. Oui. Alors est-ce que... On l'a dit dans le film, l'effectif en 1975, on était 6500 à peu près, et il y avait à peu près 3000 entreprises.
notamment à San Marino, etc. Il y avait énormément d'entreprises. Et essentiellement, les ouvriers étrangers, ils travaillaient dans la peinture. La SAMIC. La SAMIC. C'est difficile. C'est ça. C'est difficile, c'est un euphémisme. C'est un métier pourri. C'est un métier pourri, ils laissaient la santé, c'était les Africains, essentiellement. Ils travaillaient 6 mois, après ils ne tenaient pas le coup. Parce que les peintures qui sont utilisées dans la construction navale, c'est des peintures très très toxiques. C'est dans des endroits très fermés, quand on voit des doubles fonds, c'est grand comme ça, hein. Il faut aller se traîner. D'une part, il faut brosser, nickel, qu'il n'y ait pas un moindre rouille. Justement, le service contrôle peinture, ils passaient voir si tout était bon. Bon, allez, un peu peindre. Et là, à ce moment-là, ils peignaient. Et comme s'il y avait à y avoir de l'eau salée, c'était des peintures, des époxys qu'on appelle. Rien que de les sentir ou moins. Donc on faisait appel et ils ne travaillaient pas très longtemps. Essentiellement, la peinture, il y avait beaucoup. Sablage et peinture, c'était. Et pourtant, ça détermine la vie d'un navire. Hein. Moi, j'ai commencé à travailler avec. J'étais un rentré au chantier. Au début, j'étais balayeur. J'étais balayeur, j'étais rentré avec l'entreprise de mon oncle qui avait une chose qui est logistique, la côté nettoyage. Et j'avais plein de. En effet, c'était beaucoup des Noirs, beaucoup d'Africains. Et donc j'étais avec eux, on nettoyait les doubles fonds. À la balayette, avant qu'ils y aillent. Il y avait de tout. C'est les sous-traitants qui faisaient ça. C'est vrai que c'était très difficile quand même. Ils se faisaient pas vieux, hein, la plupart. À 35-40 ans, ils mouraient. Hein. Non, mais une belle grève. Les mailles, la poussière, parce qu'il n'y avait pas tant de protection comme maintenant, des masques. Voilà, c'est des masques papier. C'est des masques papier, ça vaut rien. Bon, au niveau ventilation aussi, il y avait rien. Non, mais quand même, la SAMIC, justement, ils avaient fait une grève de 3 semaines, racontée par Lucien Gonac, c'est sur le site que nous avons aussi. Et à la fin, ils avaient obtenu beaucoup d'avancées. Effectivement, c'était difficile. La plupart, ils étaient payés au minimum. La plupart de. C'est alors que les gens du chantier. La plupart des gars, ils venaient de Guinée-Bissau. J'en ai connu 2 ou 3 à l'époque. Je le avec vous. Bravo, merci. Franchement, notre récompense, c'est ça, c'est de pouvoir raconter justement. Et on ne s'attendait pas à avoir un public aussi intéressé que ça, si vous voulez. Bon, en principe, là, il va y avoir les journées du patrimoine. On fait, chez Confort, on passe le petit film, il y a des gens qui sont présents et on va se promener sur le chemin de la navale, on monte au pont. On a un peu plus de facilité pour raconter parce qu'il reste un peu des symboles, on dit là il y avait ceci, il y avait cela. Mais voilà, c'est l'avantage aussi de ça. C'est en septembre les journées du patrimoine. C'est septembre, oui. Il y a aussi le chantier, on faisait du gaffe, mais on assurait aussi, on faisait aussi la réparation. On intervenait sur les bateaux qu'on avait faits. Moi, je suis intervenu plusieurs fois sur des bateaux qui étaient au Havre, qui avaient été faits 5 années. Le chantier, on avait beaucoup souffert pendant la guerre, c'était cela, et puis c'était tout démoli. Alors on travaillait dans des baraques en bois, et il fallait travailler quand même. Alors ils trouvaient qu'on travaillait beaucoup. Ils prenaient un camion du garage, et le garagiste nous a amenés promener le samedi ou le dimanche. Et le 15 août 1946, il a pris le bateau, le Laborieux, et on nous a amenés à Porquerolles. Ah bon? Le 15 août 1942, on a couché, on n'avait pas de camping, on couchait dehors à la plage du Langoustier. Elle est de l'autre côté. Et c'était le 14 août. Et le 15 août, il est venu à sa femme, le bateau était reparti. Il est revenu avec sa femme pour manger avec nous. Et puis on est reparti le lendemain. Mais le lendemain, on avait une mer. Vous savez, quand on passe souvent, voilà. C'est le plus beau souvenir que j'ai de ça. Parce que M. Vessière, il a toujours été très gentil, très humain pour ses employés. Je peux vous demander votre âge. J'allais le dire. Dans 2 ans, elle a 100 ans. Ah, magnifique. 98, là, je vais avoir le mois prochain. Eh bien, chapeau. On le fait pas exprès, hein. Je connais ma mère. Alors, sur M. Vessière, justement. Oui. Sur M. Vessière, il faut savoir qu'on a fait une plaque commémorative pour Manoukian, la fiche rouge. Oui, j'ai vu.
parce qu'il a travaillé au chantier. Il n'a pas travaillé très longtemps, mais il a travaillé au chantier. Et justement, M. Vessière aussi, c'était un militant, c'était un résistant. Oui. Il a sorti beaucoup il a empêché, parce que pour empêcher les gens qui allaient travailler en Allemagne, il s'arrangeait au maximum. Et c'était un résistant, M. Vessière. Donc effectivement... mais la résistance, c'était... 56 minutes. Parce qu'on était vraiment malheureux, mais ça a été un des plus gentils directeurs, parce qu'on manquait de tout, et il nous a toujours aidés. Les employés, vous voyez, les ouvriers. Ils faisaient le maximum pour que le chantier reparte dans de bonnes conditions. Oui, oui. Très bien. Alors, on allait aussi avec le camion du garage, le soir aux sablettes, parce qu'il faisait chaud aussi. Alors, il disait de nous emmener. Voilà, ça, le souvenir du Langoustier, c'est un bon souvenir que j'ai, parce que ça a été vraiment formidable. On était tous des jeunes. Et Roche, vous l'avez connu, Roche? Roche, vous l'avez connu? Je l'ai connu. C'était mon voisin, ma mère. Alors,